Le livre du jour, eh bien c'est celui de Xavier Moreau. Bonsoir. Bonsoir. Ça s'intitule sobrement Ukraine. Pourquoi la France s'est trompée? Là, c'est le sous-titre. Alors c'est un livre, on le disait tout à l'heure dans la présentation, un peu à contre-courant des idées généralement répandues sur ce sujet. Vous dites pêle-mêle, alors je vais vous citer, que depuis Maïdan, l'Ukraine n'est plus une démocratie, que ce sont des milices néo-nazis aidées par les diplomates occidentaux qui ont permis de renverser Yanukovych, qu'il y a de la désinformation, etc., etc., etc. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Non, parce que je ne le dis pas de manière aussi radicale. C'est un résumé, je le concède. Je dis qu'il y a différents acteurs sur Maïdan, sans lesquels la révolution n'aurait pas été possible. Il y a bien sûr la foule qui vient le samedi et le dimanche, donc qui là se compte en centaines de milliers de Kieviens essentiellement, mais aussi de gens venus de l'ouest de l'Ukraine. Mais il y a aussi ces bataillons néo-nazis qui tiennent le pavé toute la semaine, pendant que les gens normaux qui ont défilé le samedi et le dimanche vont travailler. Et il y a surtout l'action des diplomates, sans laquelle je dirais la chute de Yanukovych n'aurait pas été possible, puisque je vous rappelle que ce qui s'est passé dans la nuit du 20 au 21 février 2014, c'est que les ministres des Affaires étrangères polonais, allemands et français signent un accord de sortie de crise avec Yanukovych qui s'engage à faire des élections présidentielles anticipées dans 6 mois. Donc pour l'instant, on est toujours dans le processus démocratique. Donc le jour même, Vitaly Klitschko, qui est donc un des leaders du Maïdan, va sur le podium de Maïdan, commence à dire nous avons un accord et c'est gagné. Et à ce moment-là, un jeune néo-nazi, le fameux Parasyuk, que je cite dans mon livre, qui est un nazi convaincu, en plus qui a donné des interviews, donc on peut le vérifier, lui arrache le document des mains, le déchire et dit non, nous on veut qu'il parte demain à 10h. Et là, en fait, ce qu'on aurait dû attendre, si jamais on avait toujours été dans un processus de sortie de crise normale, c'est que les 3 ministres des Affaires étrangères disent attendez, on a engagé la signature de la France, de la Pologne et de l'Allemagne, donc c'est inacceptable. Donc revenons à l'accord de sortie de crise qui a été signé. Or, ce n'est pas le cas. Laurent Fabius s'envole vers la Chine, sachant sans doute ce qui attend de la suite de son accord. Et finalement, je pense que c'est assez unique dans l'histoire, c'est-à-dire que au bout de 24 heures, la France a renié sa signature. Et vous êtes justement très très sévère avec la France. Vous dites que la France n'a pas tenu son rang dans le conflit ukrainien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'intérêt stratégique en Ukraine. Nous avons suivi un axe Allemagne-Pologne, ça c'est ce qu'on ignore beaucoup, États-Unis. Alors on reviendra sur les intérêts de cet axe que vous développez largement dans votre livre. Mais alors sommes-nous si manipulables pour avoir suivi les intérêts allemands et américains et polonais? Je pense en effet qu'on est globalement la France, le gouvernement français est dans un projet postmoderne. C'est-à-dire qu'on refuse de regarder ce qui s'est passé dans l'histoire, on refuse de regarder les racines des conflits, les racines historiques, et surtout les instituts qui conseillent le Quai d'Orsay ont passé outre totalement les considérations économiques qui, à mon avis, et on le voit aujourd'hui, sont essentielles dans le conflit ukrainien. Pour résumer, la Russie a en moyenne investi dans l'économie ukrainienne 10 milliards par an pendant 23 ans. Et la question qui se pose il y a 1 an et demi, c'est est-ce que l'Occident va en faire autant? La réponse aujourd'hui, on la connaît, c'est non. Et c'est l'accord d'association. C'est l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne, et ça, dites-vous, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase russe, si l'on peut dire. D'un seul coup, on se met à se dire, on dit, ça y est, les Ukrainiens regardent tous vers l'Europe, ils veulent l'Europe, ils ne veulent plus la Russie. Erreur d'analyse. Erreur d'analyse, d'autant plus que l'accord d'association, on ment aux Ukrainiens quand même, l'accord d'association, il n'y a aucune ligne sur un régime sans visa. Ça n'existe pas, c'est vrai. C'est un accord d'ouverture des frontières, mais c'est, selon les mots même des représentants de l'Union européenne à Kiev, ce n'est ni un acte de candidature, ni de pré-candidature, ni même une promesse quelconque. On a signé le même avec le Chili, avec la Turquie, donc ça n'engage à rien. Et c'est présenté à la population ukrainienne, essentiellement donc de Kiev et de l'Ouest assez naïve, comme une première étape vers l'Union européenne. C'est pas du tout ça. Et surtout l'enjeu, c'est que ça va désindustrialiser l'Ukraine. Parce que comme l'Ukraine a un accord de libre-échange avec la Russie, si jamais elle ouvre ses frontières du côté de l'Union européenne, la Russie automatiquement va fermer ses frontières. Mais pourtant la Russie dit, bon, asseyons-nous à une table, on va négocier à 3, puisqu'après tout, c'est pas les mêmes produits. L'Ukraine exporte vers la Russie des systèmes d'armement, de l'industrie, du secteur secondaire, alors qu'elle importe plutôt des choses plutôt de luxe du côté de mais pas seulement, du côté occidental. Donc il y avait moyen de se réunir à 3 entre l'Union européenne, la Russie et l'Ukraine, et de se mettre d'accord. Et ça, c'est refusé par José Manuel Barroso le dimanche. Parce que, et ça c'est mon analyse, le but c'est de désindustrialiser l'Ukraine. Parce que désindustrialisation égale dérussification. C'est exactement ce qui s'est passé dans les pays baltes. Pour empêcher la partie russe d'avoir un poids économique trop important, on ferme les usines.
Et pour revenir à ce coup d'État que vous qualifiez le 21 février 2014, fallait-il quand même regretter un Viktor Yanukovych qui, selon vos propres mots, n'a pas de courage politique, n'est pas un homme d'État, n'a pas su gérer le soulèvement de son pays, est corrompu? Il y a quand même eu des élections législatives en octobre 2014, la présidentielle en mai 2014, donc il y a quand même un processus démocratique qui a suivi. Il y a un processus qui revise à mettre l'Ukraine sur les rails démocratiques. Mais par exemple, vous faites allusion à ces élections, ils ont dissous le Parti communiste. Il était impossible pour les partis, on va dire, russophones ou pro-russophones de faire campagne à Lvov. Ils vont se faire massacrer par les bataillons de représailles. Donc il n'y a pas de liberté de circulation. D'ailleurs, ça se voit dans la participation de l'élection législative auquel vous faites allusion. Dans des villes comme Mariupol ou Slaviansk, qui ont été soi-disant libérées par les forces de Kiev, la participation c'est 20%. Et sur ces 20%, on vote pour les partis russophones. Donc ça veut dire qu'il y a la fracture qui existait avant la chute de Yanukovych, elle existe toujours entre une Ukraine industrialisée et je dirais entre guillemets riche de l'Est et du Sud, et l'Ukraine centrale avec Kiev au milieu qui est l'Ukraine un peu internationale, et le reste de l'Ukraine qui est pauvre et qui a toujours été pauvre et qui le sera toujours. On parlera du conflit qui a toujours lieu dans l'Est du pays. Simplement un mot pour revenir à Maïdan. Alors votre livre, il faut dire, est très complet parce qu'il y a aussi une partie historique. On remonte au fil des siècles pour avoir toutes les clés. Après, bon, on en pense ce qu'on en pense, mais enfin, bon, voilà, il est bien fait, bien documenté. Est-ce que les médias ont été manipulés ou bien est-ce que ce sont les médias qui ont manipulé l'opinion publique ? Écoutez, moi, je pense que je dis pas ça pour vous flatter, mais je pense que les médias sont pas ceux à qui on peut reprocher de plus de choses, parce que les médias, quand ils veulent savoir quoi penser d'un sujet, ils font appel aux experts. Et en revanche, les experts... Là, vous y allez, là. Et là, les experts, vous réglez des comptes. Donc, l'IFRI ou la Fondation pour la recherche stratégique ont été exceptionnellement mauvais. Et je le prouve, c'est-à-dire qu'ils sortent des affirmations qui vont à l'encontre même de ce qu'ils pourraient lire dans la presse ukrainienne, pro-Maïdan. Je prends l'exemple, par exemple, on est en juillet 2014, donc un des membres de la Fondation pour la recherche stratégique déclare, ça y est, l'affaire du Donbass s'est réglée, il n'y a plus que quelques bastions. Alors qu'au même moment, le conseiller militaire de Poroshenko, devant caméra, dit c'est la catastrophe, nos troupes sont encerclées à la frontière ukrainienne. Il parle d'ailleurs pas d'armée russe. Là, c'est les explications après par les agences de communication sont venues après. Et il est paniqué. Donc, s'il avait pris le soin d'écouter ce que disait le conseiller du président Poroshenko, il aurait su qu'en mi-juillet, les affaires militaires sont pas du tout terminées, elles ne font que commencer. Alors, l'analyse que vous développez, qui est assez intéressante, notamment dans ce livre, c'est que vous dites en fait la France est prise en étau entre les intérêts américains et les intérêts russes, et que les États-Unis, à travers le conflit ukrainien, voulaient surtout éviter un axe Allemagne-France-Russie. C'est la grande peur, je dirais, des États-Unis, c'est-à-dire que c'est une Europe puissance. Donc, effectivement, moi ce que je dis, c'est que je reproche ni à la Pologne de vouloir revenir en mer Noire, ni à l'Allemagne de vouloir contrôler la Mitteleuropa, ni même aux États-Unis de vouloir contrôler l'Ukraine, puisque dans leur idéologie, ils pensent que si jamais ils contrôlent l'Ukraine, la Russie ne sera plus un empire et ne sera plus européenne. Ce qui est faux. Ils se trompent totalement, mais ils le pensent. Et je le reproche pas. Si j'étais américain, polonais ou allemand, j'aurais peut-être envie de faire ça. Moi, ce que je reproche, c'est en tant que Français, que diable sommes-nous allés faire dans cette galère ? Et j'aurais préféré qu'il y ait des accords de Paris plutôt que des accords de Minsk. Pour terminer en 20 secondes, justement, ces accords de Minsk, est-ce qu'ils seront appliqués? Autrement dit, est-ce que la paix va revenir dans l'Est de l'Ukraine? Il y aura séparation, autonomie renforcée? Vous voyez les choses comment? Je pense une autonomie renforcée, une fédéralisation générale. Je pense qu'en revanche, le Minsk ne servira à rien. Je pense que, comme l'a dit Vladimir Poutine il n'y a pas longtemps, lorsqu'il veut parler des affaires européennes, il va à Washington. Et je pense qu'il va régler l'affaire ukrainienne directement avec celui que ça concerne, c'est-à-dire Barack Obama. Merci beaucoup, Xavier Moreau. Ukraine, pourquoi la France s'est trompée? Un livre, on le lisait, à contre-courant des idées généralement répandues sur le sujet. Merci d'être venu. Merci à vous. Thibaut Vézérien, bonsoir. Notre œil du web. Là, on va parler